Le monde évolue, technologie avec, eh bien retrouvez votre journal numérique sur Télé 50. Chaque mercredi à 16h45 et vendredi à 22h35, soyez au rendez-vous sur Télé 50. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de votre journal numérique consacré entièrement à un sujet qui a bouleversé le monde ces dernières semaines, la cybercriminalité. Eh bien, tout le monde en parle et s'inquiète surtout. Comment faire face à ce fléau? Quelles mesures juridiques sont prises pour les contrecarrer? En fait, devons-nous vraiment prendre au sérieux cette affaire? Toutes ces questions auront des réponses dans ce journal numérique de Télé 50 qui reçoit une fois de plus David Sezi, expert IT, et Maître Kodjo Ndoukouma, avocat expert en cybercriminalité, que l'on aura en appel vidéo depuis Paris. Comme la criminalité traditionnelle, on a pris tendance à entendre de plus en plus parler de la cybercriminalité ces dernières années. Ces attaques informatiques peuvent se produire n'importe quand, n'importe où, et ce parfois à une vitesse ou une discrétion dans l'opération qui dépasse notre entendement. Ces méfaits sont perpétrés par des cybercriminels qui utilisent certaines méthodes ou en fonction de leurs compétences et ou objectifs précis dans la plupart des cas. Je le disais en l'entame, j'ai avec moi sur ce plateau David Sezi, expert IT. Bonjour David. Bonjour Monsieur Christopher. Eh bien, avec vous, nous allons essayer de comprendre tous les contours qu'il y a autour de ces sujets. D'entrée des jeux, devrons-nous vraiment prendre au sérieux ces attaques criminelles, comme je le demandais tout à l'heure? Quels risques encourent concrètement? Merci pour l'invitation Monsieur Christopher. Oui, David. À l'entrée de jeu aussi, je dirais que bien sûr, il faut prendre très au sérieux les cybercriminalités. Déjà, en voyant ce qui se passe, les criminels web, les criminels en ligne, les hackers, ils pointent Parce juste... que c'est comme ça qu'on les appelle. Oui, les hackers, oui. Okay. Alors, ces gens-là pointent des lieux sensibles. Ils savent que non, dans des hôpitaux, des banques, ce sont des lieux très sensibles où les données sont précieuses, alors ils sont obligés de frapper. Prenons un cas, tu vois, par exemple ici en Afrique, précisément ici en RDC, nous avons encore les deux systèmes, les semi-automatiques et la méthode classique qui consiste à avoir du papier, à utiliser du papier. Mais ailleurs, ils n'utilisent plus les papiers. La méthode classique a été abandonnée, ils sont juste sur les numériques. Alors, tout se passe en numérique de l'autre côté. Et tu verras par exemple, les informations des patients sont logées dans des bases de données en numérique. Alors, une fois les informations des patients sont bousillées par exemple, l'entreprise est directement paralysée. On ne sait pas quoi faire. Et c'est la même chose avec des banques. Si les informations des clients sont erronées ou sont abîmées, on ne sait pas quoi faire. Donc les entreprises directement sont paralysées. Vous voyez? Et, mais je ne vous interromps pas, mais d'un côté, il y a ce qu'on appelle la cybersécurité, qui serait en fait un moyen de défense contre la cybercriminalité. Mais est-ce que c'est un moyen efficace? Est-ce qu'on devrait véritablement faire confiance à la cybersécurité? La cybersécurité, c'est juste des méthodes à exploiter pour remédier au problème. Mais là encore, à chaque fois, c'est pourquoi j'ai dit il y a deux guerres. Il y a la guerre cybercriminelle et la solution est apportée au niveau de la cybersécurité. C'est pourquoi tu verras que l'informatique ne fait qu'évoluer. Parce que de l'autre côté, quand les hackers, ils ont les systèmes pour entrer ou détruire les données dans une entreprise, de l'autre côté, il faut chercher des solutions pour éviter cela. Par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis en 2015, et qu'il y a eu des hackers, ils ont bloqué les systèmes, l'économie au niveau de la côte ouest des États-Unis, en bloquant des sites, des commerces, des grands sites, par exemple les Facebook, les eBay, les Amazon, tout ça, ils ont bloqué. C'est récent, ça? Oui, c'est récent, en 2015 ici. Alors, ils ont fait comment? Ils ont envoyé des charges, des informations, des données, plusieurs données, des informations vidéo, les caméras de surveillance, ils savent que ce sont des vidéos qui pèsent, ils ont dirigé cela vers des registrars. Des registrars sont des maisons, sont des fournisseurs, des noms de domaine, qui gèrent des domaines, par exemple www.t50.com, c'est un nom de domaine, par exemple. Voilà. Alors, ils ont dirigé des informations vers les maisons qui fournissent les noms de domaine. Alors, ils ont bloqué accès, tu vois, au site. Et du coup, l'économie était paralysée, il n'y avait pas moyen d'accéder aux informations. Et c'est pourquoi je dirais qu'ils sont vraiment très dangereux. Oui, je reviendrai à toi, David, mais nous sommes aussi en ligne avec un avocat expert en cybercriminalité depuis Paris, Maître Kodjo Ndoukouma. Bonjour, Maître Kodjo. Dites-nous, quels sont les défis juridiques et sécuritaires liés à la protection des données via Internet? La cybercriminalité et cette criminalité informatique
qui concernent soit l'intrusion dans les systèmes d'information, soit l'atteinte aux données, soit l'atteinte aux personnes, aux biens et aux valeurs en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Et donc, c'est la mise en données du monde qui a fait que tout ce qui est valeur peut être numérisé. Et le fait que l'argent est numérisé, le fait que les images soient numérisées, le fait que les données personnelles des gens sont numérisées, le fait que même la presse soit également en ligne, tout ce fait-là crée un appât pour le criminel. Tous ces faits créent un appât pour que les technologies de l'information et de la communication deviennent la cible des cyberdélinquants. Et donc, il faut pouvoir s'armer, soit avec des dispositifs de cybersécurité, soit avec une législation appropriée, soit encore avec des organes de justice, donc des organes de police qui sont outillés pour ce faire. Bon, il y a également, on parle maintenant du 6e continent, parce que quand vous avez les armées c'était l'armée de terre, l'armée de l'air et puis le renseignement. Maintenant, il y a une 4e armée, ou une 5e peut-être, qui s'occupe non pas des airs, qui s'occupe non pas de la mer, qui ne s'occupe non pas de la terre, qui ne s'occupe non pas du renseignement, mais qui s'occupe du cybersoldat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la technologie embarquée sur toutes les armes de guerre, la technologie embarquée sur les caméras de surveillance, la technologie embarquée même pour le guidage de missiles, fait que l'informatique aujourd'hui devient une valeur stratégique, et même que maintenant il y a des états-majors de cyber guerre qui ont des généraux nommés pour faire simplement la guerre informatique, donc la lutte informatique offensive ou la lutte informatique défensive. Alors, le pays doit pouvoir se doter, oui justement, de toutes ses capacités pour pouvoir être résilient par rapport aux attaques cybernétiques. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir contrôler et endiguer rapidement une attaque surprise ou des phénomènes qui sont des attaques informationnelles, et de pouvoir les arrêter et de restaurer progressivement l'état initial d'une situation stable. C'est comme on parle du maintien de la paix, ou du maintien de l'ordre. Merci beaucoup, Maître Kodjo. Je rappelle que vous êtes expert en cybercriminalité et nous vous avions eu en vidéoconférence depuis la ville Lumière. Je reviens à toi, David, comme on le disait tout à l'heure, toujours avec, déjà d'abord, avant qu'on continue l'émission, oui. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à l'intervention de Maître Kodjo? Oui, je salue Maître Kodjo, que je connais personnellement, c'est un aîné. Je dirais que, au niveau de, quand vous parlez de la victime, les victimes, qu'est-ce qu'on peut faire pour les victimes qui ont subi les dommages? Je dirais que les problèmes avec les cybercriminalités, que tout se passe en virtuel. Il y a des gens qui conçoivent des robots virtuels, qui sont là juste pour espionner, récupérer des informations, et rançonner aussi, vous voyez. Et la personne n'est pas là physiquement. Tu ne seras pas identifié parce que c'est une adresse IP qu'on envoie pour gérer, pour rançonner, pour faire ce genre d'actes. Alors je dirais que c'est vraiment très compliqué dans ces mondes numériques. Et surtout virtuel. Virtuel. Donc il n'y a pas de responsable. C'est un terrain, je peux dire, c'est un monde de délinquants. Mais on me prend mon argent. Oui. Comment on me le rend après? Sur Internet. On est dans l'informatique. Alors, sur Internet, on ne te prend pas l'argent. On prend que tes informations. La donnée, c'est l'or noir sur Internet, les informations. Alors, dès qu'on récupère tes informations, tu dois encore racheter tes informations. Et c'est ça les business. C'est un business qui paye mieux sur en ligne, avec les rançonnages. Je pense qu'on va évoquer cela. Je sais pas si, toujours avec l'évolution de la technologie, il est maintenant possible de travailler à domicile, par exemple, c'est-à-dire je quitte le bureau, je vais chez moi, mais je travaille avec les données de l'entreprise ou encore des données personnelles, un peu comme si j'étais au bureau. Mais cela nous fait aussi courir des risques. Hein, l'évolution de la technologie, les réseaux et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça c'est la tendance qu'on voit maintenant un peu partout. Hein. La plupart des gens veulent travailler en accédant aux informations du bureau à partir de la maison, ne veulent pas se déplacer. Et c'est ça même la beauté de l'informatique. Vous voyez?
L'informatique te permet de ne pas trop fournir d'efforts, de travailler efficacement, mais chez toi, par exemple, ou à un lieu donné, tu n'es pas obligé d'être au bureau. Mais le problème maintenant est au niveau de l'exposition. Vous exposez les données de l'entreprise. Par exemple, si vous travaillez à domicile, il n'y a aucun problème. Vous pouvez accéder dans la base de données de l'entreprise, il n'y a pas de problème. Mais c'est vous la personne. Il faut éviter de cliquer sur des différentes fenêtres qui apparaissent. Par exemple, il y a des espions qui envoient ce qu'on appelle, il y a un logiciel espion qu'on appelle les keyloggers. Les keyloggers, c'est un logiciel qui apparaît à chaque fois que tu veux mettre un mot de passe dans un site ou dans une base de données, ça apparaît sur l'écran. Alors, si tu cliques dessus, d'habitude, ça vient comme un spam. Tu vois, tu veux ouvrir un mail, le keylogger vient là. Alors, dès que tu cliques dessus, le keylogger s'installe dans la machine et le keylogger ne fait qu'enregistrer chaque touche que vous allez faire et envoyer à la personne qui vous a envoyé les logiciels espions. Et du coup, vous lui fournissez des informations, vos mots de passe, vos informations personnelles. Et là, il peut accéder dans la base de données de l'entreprise et saboter les systèmes en place. Et c'est ça le problème. Oui, justement, actualité oblige. Oui. On a entendu parler du phénomène ransomware. Oui. Je pense que vous en savez quelque chose. Oui. Rançon logiciel, on l'appelle également comme ça, qui a un temps paralysé l'Occident dans des entreprises clés comme les banques, les hôpitaux, vous l'évoquiez tout à l'heure. On n'a toujours pas trouvé de solution adéquate jusque-là. Pouvez-vous nous en dire un peu plus en tant qu'informaticien? Oui, les ransomware, on l'appelle aussi rançon logiciel. C'est un cryptovirus. Ces virus-là est envoyé sous forme de programmes, sous forme de spams. Moi, j'ai connu les ransomware, les cryptovirus, en 2013. Ce sont des logiciels, ce sont des programmes qui sont envoyés, par exemple, surtout dans le mail. Et dès qu'on t'envoie ces mails en pièce jointe, et toi tu cliques dessus, sans le savoir peut-être, tu vois, et tu l'installes sur ta machine, et du coup ça apparaît comme un programme à l'écran avec un compteur. Et l'objectif c'est quoi? Il crypte les logiciels espions là, on appelle un logiciel cryptovirus, ça crypte toutes les informations se trouvant sur l'ordinateur, et ça se répand dans les réseaux. Alors, vous voyez, donc ça crypte toutes les informations de l'entreprise. Alors, il y a un compteur qui déclenche, qui commence là, l'activité. Alors, on vous demande que non, avant que les informations vous soient restituées dans l'État, il faut payer. Vous voyez, on vous demande de payer. Donc, quand ça viole le système, ça bloque en fait les informations. Ça ne peut pas que prendre, mais ça vous... En fait, oui. On peut imaginer que ça prend les informations. Si vous avez des données sensibles, ça peut les distribuer. Mais si je n'ai rien comme données sensibles, ça... En fait, le logiciel espion ne sait pas détecter ça, c'est sensible ou c'est pas sensible. Dès qu'il vient, il s'installe sur la machine. Le logiciel espion fait quoi? Il prend toutes vos informations, il les crypte. Par exemple, tu avais des fichiers Word, par exemple. Ça, c'est un exemple. On prend les Word là, on change l'extension, ça change, ça crypte, ça devient autre chose. Tu n'arrives pas à ouvrir tes fichiers, tu vois. Et eux-mêmes, ils ont la clé du cryptage. Pour débloquer. Alors, pour avoir la clé, voilà. Il faudrait payer. Il faut payer. Alors, comment on les paye? Parce qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Déjà, ça va sur Internet. Alors, quand ça crypte déjà, il y a les compteurs qui en marchent, tu vois. Alors, on te donne un délai. Si tu ne payes pas l'argent pendant les délais là que tu as, toutes les informations maintenant seront supprimées. Vous voyez? Mais on paye comment? On paye par monnaie numérique, les bitcoins. Les bitcoins qui est monnaie numérique. Qu'est-ce que c'est? Bitcoins, ce sont des monnaies numériques, sont des monnaies, ils ne sont pas réglementées par des banques, tout ça, non. Ce sont différents hackers, différents informaticiens. Ils ont créé leur monnaie numérique et c'est opérationnel. Par exemple, pour un bitcoin, je crois que c'est 400 € ou 300-400 €. Donc, il y a des sites qui vendent des bitcoins, une monnaie numérique. Déjà, c'est à toi de créer d'abord, tu crées un compte sur les sites qui vendent les bitcoins. Dès que tu as ton compte, tu peux acheter. Tu peux acheter la monnaie en faisant quoi? Tu prends l'argent qu'on utilise nous tous, tu vas à un guichet, tu mets ton argent et eux te vendent des bitcoins. Parce que maintenant, il y a des logiciels qui se vendent que par bitcoins. Pour finir, David, il y a un moyen de maîtriser son monde numérique parce que finalement, il nous rend fous. Que peux-tu proposer en tant qu'expert en IT contre la cybercriminalité, à part la cybersécurité qu'on a évoquée tout à l'heure? En tout cas, ce monde numérique, c'est un monde de délinquants. Tu vois, nous tous avons commencé nos premiers emplois professionnels. Oui, c'est très sévère. C'est un monde de délinquants. Il y a des gens qui sont là pour les bienfaits, pour faire progresser la science. Il y a d'autres qui sont là pour escroquer, pour nuire les autres. Et nous avons tous commencé nos premiers jobs dans ce monde numérique.
Et là, nous avons trouvé que vraiment, c'est la délinquance. Mais moi, je conseillerais aux entreprises, par exemple, qui veulent émerger dans ce monde numérique, parce qu'il y a des entreprises qui nous contactent déjà pour nous demander comment bénéficier de ces services numériques. Nous voulons abandonner la méthode classique. Alors, moi, j'ai toujours dit aux gens, si vous avez votre entreprise, vous voulez vraiment être à l'écart de tous ces gens, des hackers, il faut d'abord amener une maison d'audit, auditer les systèmes en place, la sécurité de toutes vos machines et voir comment les systèmes fonctionnent, le système de sécurité réseau et tout ça. Et deuxièmement, je demanderai aux entreprises d'acheter des logiciels authentiques. Parce que quand vous avez des logiciels authentiques, les systèmes d'exploitation authentiques, du coup, les fournisseurs du logiciel vous donnent les mises à jour régulières. Et les mises à jour régulières vous permettent à ce que vous soyez sécurisé et vos données soient sécurisées. De trois aussi, je dirais, c'est au niveau aussi de la conscience des agents. Il faut parler aux agents sur les bienfaits de la prudence et comment utiliser les données de l'entreprise. Il y a encore une autre chose à ajouter, que il y a d'autres manières de faire de la cybercriminalité, qu'on propose aux agents, par exemple, donnez-nous les mots de passe de la base de données, nous allons te donner l'argent. Ça aussi, c'est au niveau de l'entreprise de parler aux agents et de les faire signer les contrats de confidentialité et pour être prudent et éviter toutes ces choses. Et aussi installer des antivirus sur des ordinateurs, des antivirus à jour. Okay. Vous verrez avec les ransomware, si je n'oublie pas, toutes les machines qui avaient les Windows 10 n'ont pas été atteintes. Oui. Ce n'est que les machines qui avaient les 7 en descendant ont été touchées. Donc, mais tous ceux qui avaient le Windows 10 n'ont pas été touchés. Les machines qui n'avaient pas la mise à jour requise de Windows. Voilà, Windows 10, parce que Windows 7 n'avait pas un logiciel de sécurité qui a été ajouté au Windows 10. Donc on comprend sécurité, honnêteté et hygiène informatique pour lutter contre la cybercriminalité. Eh bien, c'est ce qui met un terme à ce numéro du journal numérique des Télé 50. Merci de l'avoir suivi, mais vous le savez déjà, les débats se poursuivent désormais sur nos pages sociales, Facebook et Twitter Télé 50 Kin. En attendant, portez-vous bien. Le monde évolue, technologie avec, eh bien retrouvez votre journal numérique sur Télé 50.